a pensé cette journée thématique, on en fait une par an sur l'Afrique du Nord, sur le Maghreb. Et on s'est dit à un moment donné, il y a une dynamique de transformation aujourd'hui qui est engagée dans les pays d'Afrique du Nord. Dynamique ancienne, mais avec des accélérations de l'histoire sur depuis les révolutions des années 2010, 2011, on enregistre vraiment une accélération, et notamment où l'enjeu foncier, où les transformations foncières et les bouleversements fonciers sont relativement importants. Et pas dans le sens où on le pense. Je veux dire, cette dynamique, c'est essentiellement une dynamique d'accès aux actifs fonciers au profit, alors dans les politiques, hein, que ce soit dans les politiques affichées ou dans les processus très informels, je veux dire, qui ne sont pas toujours saisis par la littérature ou par la statistique ou par les administrations et institutions publiques, une dynamique très, très forte de transformation avec des jeunes entrepreneurs, des investissements nationaux, mais aussi des associations avec des partenaires étrangers qui mobilisent les actifs fonciers, notamment les actifs qui relèvent du domaine public de l'État. Alors, moi j'avais l'intention, enfin oui, c'est toujours mon intention de parler des terres Arch. Alors Arch, c'est les terres un petit peu qu'on appelle collectives en gros, c'est les terres des communautés rurales, les tribus, hein, pour aller vite, qui, pendant une période historique très longue, depuis la colonisation, ont toujours pas simplement appartenu, mais où les communautés rurales et les membres de ces communautés rurales avaient des droits d'usage historiques. Or, il se passe, en tout cas dans les 3 pays du Maghreb, il se passe que on est dans une période de rupture du consensus. C'est-à-dire que toutes ces terres ont été, alors je prends le cas de l'Algérie, classées dans ce que l'on appelle le domaine privé de l'État, mais où les usages et les pratiques faisaient que c'était les membres des tribus, que ce soit sur les terres de culture ou les terres de parcours. Parce qu'on a, dans le Hajj, 2 catégories de terres. Les terres de culture, la plupart d'entre elles sont localisées dans les zones de montagne, dans les zones enclavées, d'agriculture pluviale ou même irriguée. Et puis, on a les terres de parcours, et là, c'est des millions d'hectares. Pour parler de l'Algérie, c'est entre 20 et 30 millions d'hectares. Je dis 20 ou 30 millions parce que les dégradations de la steppe, ou des steppes, ou des zones steppiques et semi-steppiques ont été si fortes ces dernières décennies que beaucoup de zones steppiques ont perdu leur couvert végétal, et donc les parcours sont très dégradés. On est dans des processus de désertification relativement avancés. Bien. Alors, mon intervention, d'abord commence par quelques remarques sur les sources documentaires, statistiques et textes. Un premier temps consacré à une présentation très générale de ce qu'est l'agriculture algérienne, du régime, de l'histoire foncière, sur ces 40 ou 50 dernières années, mais très brève, hein, histoire, le régime juridique des terres, et dans un deuxième temps, comment on accède aujourd'hui, quels sont les dispositifs formels et informels d'accès au foncier agricole. Et puis, essayer de saisir dans une troisième partie quels sont les déterminants. Qu'est-ce qui font, quelles sont les raisons profondes qui expliquent ces dynamiques qui sont en cours. Qu'est-ce qui fait, ou qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui la terre est devenue un enjeu économique, qu'il y a une concurrence entre forces sociales, soit dans le monde agricole entre agriculteurs, mais entre agriculteurs et non agriculteurs, enfin investisseurs
nationaux d'origine diverses. Et puis enfin, une petite réflexion sur comment interpréter ou quel avenir se dessine pour ces régions, à la fois sur le plan de la transformation des rapports sociaux, mais aussi dans la préservation des ressources naturelles, la question environnementale, hein, le rapport entre propriété, mode de propriété, mode d'accès et environnement. Alors sur le premier point, les remarques, alors on a sur ces questions-là de transformation des marchés, de bouleversement des structures agraires, on a très peu de statistiques. Je veux dire, si je prends la statistique officielle, le dernier recensement remonte à 2000. C'est-à-dire il y a près de 20 ans. En fait, il a été fait en 98, 99, le recensement, portant sur les structures agraires. On n'a pas de chiffres officiels aujourd'hui sur qui possède quoi, par type, par classe de superficie, et on a uniquement les statistiques. C'est la même chose au Maroc. Le Maroc, c'est 94, 95, et même le dernier recensement qui a été fait, personne ne dispose des informations qui ont été collectées à cette occasion-là. C'est vraiment un... Bon, on n'a pas d'études, on n'a pas de bilan, et même lorsqu'on les a, ils sont très contradictoires. J'ai eu à consulter des tas y compris les sources orales, c'est-à-dire les interviews des ministres, des responsables de l'administration foncière. J'ai interviewé même d'anciens responsables de l'administration foncière. On n'a pas vraiment de vrai bilan. Par exemple, tout ce qui porte aujourd'hui sur la concession, les chiffres sont très contradictoires. On a des ordres de grandeur. Et je vais essayer de les... Alors, dans le fond, tout ça, évidemment, la question foncière est une question, dans le fond, très politique. Je veux dire, si l'on n'a pas toutes ces informations, c'est qu'elles révèlent quelque chose que l'on veut masquer, c'est-à-dire sur l'évolution de ces rapports. Qui possède la terre en Algérie, par exemple? Comment se concentrent les actifs fonciers? Il y a un processus qui est évoqué à travers des témoignages. Alors, à travers les témoignages, moi, j'ai fait quelques enquêtes. Des enquêtes, j'ai visité quelques fermes qui étaient publiques, qui ont été attribuées en concession à des privés. Ce sont des fermes les plus riches d'Algérie, c'est des centaines d'hectares, certaines même des milliers d'hectares, dans une zone stépique. La région de Saïda El-Bayed, c'est pratiquement 30 à 35 000 hectares qui ont été attribués à un concessionnaire. Et puis on le sait parce que la presse en parle. On sait que tel général a bénéficié de 8 000 hectares, tel autre a bénéficié de 15 000 hectares. Il y a tous les grands industriels de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, et la presse en fait état, et moi-même j'ai eu à interviewer et à discuter avec les responsables de ce que l'on appelle le forum des chefs d'entreprise, c'est l'équivalent du MEDEF, et il y a une section industrielle de l'agroalimentaire, tous les industriels de l'agroalimentaire, de Rabrab, la plus grande entreprise agro-industrielle algérienne, de Rabrab en passant par Slim Othman, qui est un industriel qui fabrique des confitures, etc., des limonadiers, enfin bref, toutes ces personnes aujourd'hui possèdent, alors je parle de l'agroalimentaire, mais y compris le patron des patrons, Haddad, possède des actifs aujourd'hui agricoles qui lui ont été concédés. Ça on le sait. On sait qu'il y a une dynamique, un mouvement, mais tout ça n'est pas écrit officiellement. On n'a pas, même lorsqu'on consulte, la dernière liste que j'ai consultée personnellement, c'est la liste de ce que l'on appelle du Conseil de participation de l'État. Ce sont des, si vous voulez, des sociétés de gestion publiques, des sociétés même fiduciaires qui gèrent les actifs fonciers de l'État. En 2013, il y avait eu des réunions et puis on avait les noms de telle ferme attribuée à un tel, de telle ferme attribuée, etc., par région, par type de culture,
arboriculture, oléiculture, etc. Et puis le montant des investissements. Dans le cadre de ce que l'on appelle, j'en parlerai, du partenariat public-privé. Voilà. Donc, difficultés sur le plan documentaire. Évidemment, on a des études empiriques. Il y a de jeunes chercheurs. Et Jean-Philippe Collin, qui est ici, a eu l'occasion de diriger pas mal d'études lors de son séjour à Alger, justement, pour saisir toutes ces dynamiques foncières qui ont lieu en Algérie. On a des études, entre autres un numéro spécial des cahiers de l'agriculture qui a été consacré aux jeunes entrepreneurs. C'est les cahiers de l'agriculture, je ne sais plus quel numéro, mais c'est en 2015. Bien. Alors, l'agriculture algérienne en quelques mots, et le régime juridique. Alors, pour l'agriculture algérienne, sur les ressources. Quelles sont les ressources aujourd'hui disponibles? On a beaucoup glosé, beaucoup parlé des vocations agricoles de l'Algérie. En fait, si l'on prend les sols cultivables, mobilisables, eh bien, on se rend compte que c'est relativement limité. Sur 42 millions d'hectares de superficie totale, on n'a que 8,5 millions d'hectares utiles, cultivables aujourd'hui. C'est-à-dire à peine 19% de la superficie agricole totale mobilisable. On a une quantité également relativement limitée, les ressources en eau. Les ressources en eau sont limitées. On a à peu près quelque chose comme 11 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables aujourd'hui, contre, je ne sais pas, je crois 20 ou 24 milliards au Maroc. C'est pratiquement la moitié. Une bonne partie est mobilisée au profit de l'agriculture. Il y a eu beaucoup d'efforts pour construire et mobiliser les eaux superficielles ou les eaux profondes. Et aujourd'hui, l'agriculture utilise 75% des eaux qui sont mobilisées. C'est à peu près 5 à 6 milliards de mètres cubes qui sont aujourd'hui mobilisés pour l'agriculture. Pour en revenir aux vocations agricoles, l'Algérie est un pays, en gros, sur les 8,5 millions d'hectares, on est, en gros, vous savez, l'Algérie est divisée, enfin, vous avez deux chaînes montagneuses, l'Atlas télien, l'Atlas saharien au sud. Entre les deux Atlas, vous avez les hautes plaines ou les hauts plateaux. Et on est en gros sur les terres cultivables, utiles, que ce soit sur les hautes plaines, les hauts plateaux, etc., on est dans des zones qui sont classées semi-arides, c'est-à-dire à quasiment moins de 300 mm d'eau. C'est simple, aujourd'hui, le système de culture dominant est le système céréales jachère. Ce système occupe 75% des superficies agricoles utiles du pays. Avec une jachère qui est encore importante puisqu'elle occupe encore 30% de la superficie cultivable. Donc on a des contraintes qui sont liées au relief. On est en planimétrie moyenne, on est à 800 mètres d'altitude. Très peu de plaines. On a la plaine de la Mitidja, mais qui a été complètement absorbée ou bétonnée. Hein. Sur les 100 000 hectares, il doit rester 10 ou 20 000 hectares de terres cultivables en Mitidja. Je parle de la Mitidja parce que c'est la seule zone où, si vous voulez, on a une pluviométrie supérieure à 600 mm et avec pas de pente, 0 degré de pente. Voilà. Et en Algérie, là où il pleut, etc., ça représente en gros, je veux dire, ces zones riches, fertiles, ne représentent à peu près que 500 000 hectares. Bien. Alors, l'agriculture, c'est encore, quand même, du point de vue de sa place dans l'économie nationale, important. C'est encore 12 à 15% selon les années. Les années fastes, prospères, on est à 15%. Les années de sécheresse, on retombe à 8%. Mais en moyenne, on est entre 10-12% du produit intérieur brut. C'est important, c'est plus que le double que l'industrie. L'industrie, c'est 5% du produit intérieur brut. C'est 1 200 000 actifs agricoles. 1 200 000. 950 000 ménages. 950 000 ménages. Et là, une bonne partie des ménages ruraux sont actifs dans l'agriculture. On a une population, et ça c'est aussi une caractéristique des 3 pays d'Afrique du Nord, ou des 4 pays d'Afrique du Nord,
je n'intègre pas la Libye là-dessus, qui n'est pas un pays agricole, on a une population active en croissance continue, donc de plus en plus d'actifs qui arrivent chaque année sur le marché du travail. On a 40 000 à 50 000 actifs qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui en Algérie, dans l'agriculture, à qui il faut créer des postes. Et ça, c'est et puis en plus, c'est que, pour parler de la démographie, même si le ratio population urbaine-rurale a été modifié, aujourd'hui on a 70% en zone urbaine, 30% en zone rurale, la population rurale continue d'augmenter en termes absolus. Elle continue d'augmenter. Ça, c'est quand même une caractéristique intéressante, et même plus que ça, nous sommes aujourd'hui, depuis pratiquement les années 2010, 2005 plus exactement, on est dans une transition démographique qui a été bloquée. On était tombé à un taux de croissance de la population qui était de 1,6% par an. Aujourd'hui, on est remonté à 2% et demi, ce qui est considérable. Bon, les démographes l'expliquent par les faits, les conséquences de la guerre des années 90. Où pendant les années 90, il y a eu blocage, il y a eu des problèmes de sécurité, d'insécurité, des problèmes de crise économique. C'était les périodes d'ajustement structurel, donc, où les taux de nuptialité, les taux de fécondité, enfin tout était tombé. Et puis après les années 2000, avec l'aisance financière, la relance économique, les programmes de développement, on a eu affaire, et les programmes sociaux de construction de logements, eh bien on a eu affaire à une relance des mariages, et aujourd'hui, chaque année que Dieu fait, on a 900 000 à 1 million d'habitants en plus. L'Algérie compte aujourd'hui plus de 42,5 millions d'habitants en juin 2018. Elle en comptait, je le signale à l'indépendance, 11,5 millions. Vous voyez, c'est multiplication par 4 en l'espace de moins de 60 ans. Hein, voilà. Bien, sur les structures. Deuxième élément, structure. Alors, le dernier recensement de l'agriculture montre... alors, il y a deux types. Il y a le secteur, sur le régime juridique, vous avez le secteur privé, c'est le MELC, et vous avez le secteur dit public, mais c'est le domaine privé de l'État, en termes de classification juridique. Dans le secteur privé, le dernier recensement montre que 70% des exploitants agricoles possèdent moins de 10 hectares. Moins de 10 hectares. Et si je prends les moins de 5 hectares, ils représentent plus de 62%. Et ces 70% ne concentrent que 25% de la superficie agricole utile. À l'autre pôle, vous avez 3% des exploitants agricoles qui, eux, concentrent près de 22% des terres. Et les plus de 50 hectares, c'est 5% concentrent plus de 25%. C'est-à-dire que vous avez d'un côté 5% qui concentrent 50% des terres, et de l'autre côté, 70% qui concentrent 25% des terres. Et au milieu, une paysannerie moyenne, disons, si on a, pour schématiser, juste pour donner un ordre de grandeur, 50% entre 10 et 50 hectares. Bien. Donc on a affaire à des structures qui sont encore très, on peut appeler ça dualistes, dual. Bien. Avec une exploitation moyenne, alors je crois qu'en France elle est de 60 hectares, l'exploitation moyenne, en Algérie elle est de 4 hectares,7, moins de 5 hectares, l'exploitation moyenne. Bien, le domaine privé de l'État, lui représente aujourd'hui plus de 4 millions d'hectares, et c'est près de la moitié. Il ne représentait que 30% il y a quelques années, mais avec l'intégration des terres arches, des terres, parce qu'elles ont été intégrées dans le domaine et mises en valeur, elles font partie de la superficie mise en valeur, avec toutes les terres mises en valeur et qui appartiennent, qui relèvent du domaine privé, on est pratiquement à 50%. Alors, sur ces terres, plusieurs régimes de gestion et plusieurs réformes ont été mises en œuvre, des réformes qui ont commencé avec l'autogestion à l'indépendance, et puis en 71 on a eu une réforme agraire qui
qui a fonctionné de novembre 91 pratiquement jusqu'à décembre 78, novembre 71, oui c'est ça, à décembre 78, donc à peu près 6-7 ans, mais qui très rapidement a été abandonné. Et puis dès les années 90, on rentre dans une troisième période de réforme foncière qui correspondent à la libéralisation avec 2-3 lois cadres de référence, la loi sur l'accès à la propriété foncière agricole en 1983, la loi d'orientation agricole de 2008 qui institue, parce qu'on a longtemps balancé sur une bonne quinzaine d'années, il y a eu des débats très forts sur quel sort réservé au domaine privé de l'État. Faut-il vendre ces actifs qui étaient les terres coloniales, les 2,5 millions d'hectares, les plus riches, les terres les plus riches? Fallait-il les vendre ou fallait-il les conserver et maintenir le système ouvrier, des collectifs ouvriers anciens? Voilà. Finalement, on a coupé la poire en deux, on a opté pour la concession. La concession où le droit sur la propriété appartient à l'État et les usages sont transférés au profit de concessionnaires. Concessionnaires à titre individuel ou à titre collectif. Et puis on a également une série de circulaires, de dispositifs réglementaires qui vont organiser ce que l'on appelle le partenariat public-privé. C'est-à-dire un apporteur de capitaux ou de capital peut entrer dans une exploitation agricole de l'État, qu'elle soit ferme pilote ou qu'elle soit exploitation agricole collective ou exploitation agricole individuelle. Voilà en gros les réformes et très rapidement, schématiquement résumées, les étapes et les réformes qui ont été mises en œuvre sur ces 30 ou 40 dernières années en Algérie. Alors, venons-en au régime juridique. Alors on a, sur le régime juridique des terres, on a en gros le melk, donc privé. On a le habous, mais très peu. On a peut-être 3 ou 4 000 hectares de habous. Habous, c'est les terres des fondations religieuses. C'est des terres du secteur privé, mais qu'on a mis ou transférées à des fondations publiques ou à des fondations privées, soit pour nourrir les pauvres, pour les œuvres de bienfaisance ou pour alimenter les étudiants ou les élèves des zaouïas, des écoles coraniques, etc. Donc tout ce qui était destiné aux œuvres religieuses ou de bienfaisance. Donc, donc le melk, lui, est régi par le droit musulman, par la charia. Régi par le droit musulman. Je reviendrai là-dessus. On a sur les terres que l'on appelle, ou qu'on l'on appelait arsh, c'était en gros sur une bonne partie de ces terres, y compris sur une partie des terres melk, on avait le droit coutumier. Alors le droit coutumier, c'est bon, c'est dans les tribus de montagne, chez les berbères des Aurès, chez les berbères de Kabylie, etc. Bon, c'est le droit coutumier où, en gros, la principale caractéristique, c'est sur les modes de transmission de la propriété, la femme n'hérite pas. Il n'y a que les descendants mâles qui peuvent succéder et détenir les biens de la famille. Et dans le droit coutumier, évidemment, il y avait des règles dans l'usage, soit attribution à titre familial ou individuel des terres de culture, c'est-à-dire que vous pouviez, c'était des exploitations privées, quoi. La tribu, pour autant que vous soyez membre de la tribu, vous aviez donc cet usage privé, culture individuelle, exploitation individuelle, qui était autorisé, comme on avait évidemment des règles dans l'utilisation des parcours
donc avec des règles de gestion, des périmètres, des couloirs de transhumance, bref, une série de règles qui ont été bouleversées à travers l'histoire. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, je crois 2 fois, de revenir sur les lois foncières coloniales et comment le Senatus Consul de 1863 en Algérie avait servi de référence dans la gestion des terres collectives ou des droits historiques des tribus, que ce soit au Maroc, en Tunisie, sous le protectorat, Lyautey et compagnie. Et c'est le Senatus Consul de 63 en Algérie qui avait été la référence, même élargie à d'autres colonies. Hein. Je pense à je crois, la Nouvelle-Calédonie, peut-être même Madagascar, sur les droits communautaires et leur mode de gestion. Bien, c'est le deuxième source, voilà, le deuxième régime. Mais je voudrais dire là-dessus que ce régime est en plein, en pleine décomposition. Il y a un recul. Je ne veux pas évoquer le cas marocain sur ce thème-là, parce qu'il est assez emblématique avec le recours au droit musulman chez les femmes, les soulaliettes, qui ont dit mais le droit musulman doit s'appliquer, nous sommes descendants de tribus, nous avons le droit d'être indemnisés sur les occupations de terres qui sont les terres de nos familles, de notre arche, de notre tribu. Mais en Algérie, c'est exactement la même chose. Le développement de la conscience, pas uniquement le développement de la culture, l'enracinement de plus en plus, l'influence de l'islam, a fait que, bon, il y a d'autres facteurs, mais sur le plan idéologique, ça a beaucoup joué dans le recul du droit coutumier. La charia devient la référence de base dans la gestion des terres des terres melk. Et puis, évidemment, on a le droit positif moderne, hérité de la colonisation, avec le domaine privé de l'État, voilà, et où on a intégré à la fois les terres communales, les terres des établissements publics, les terres domaniales, les terres arches, tout ça fait partie du domaine privé de l'État. Voilà. Bien. Quels sont les modes de transmission, de transfert qui opèrent aujourd'hui? Alors on a des stratégies qui opèrent entre les individus, dans le secteur privé. Et dans ces stratégies, évidemment, la source, c'est le droit musulman. Dans le droit musulman, et c'est le melk qui est régi comme ça, eh bien, l'héritier est considéré comme un successeur aux biens et pas aux personnes. C'est-à-dire, on ne succède pas au père, on succède lorsqu'il y a décès du père, c'est les biens qui sont répartis, et ces biens sont répartis divisés dans l'indivision selon une norme bien précise, 2 parts pour l'homme, 1 part pour la femme. Ça, c'est la règle en droit musulman de rite malékite chez les sunnites. Parce que dans d'autres rites, il y a quelques petites différences. Mais au Maghreb, il faut le savoir, on est sunnite en majorité, à 99%, et on est de rite malékite. Et c'est ce régime-là qui est aujourd'hui. Alors, dans ce régime, on hérite dans l'indivision. Deuxièmement, et ça c'est important de le rappeler, on ne peut pas renoncer à ses droits de propriété. On ne peut pas renoncer. Je veux dire, je suis héritier, je ne peux pas renoncer. À la limite, le dispositif qui est prévu par le droit musulman, c'est de désigner une personne qui peut, lui, exercer mes droits que je peux désigner. Et donc ça, c'est relativement important. Et puis, il y a un troisième principe, c'est que on appelle ça l'exhérédation. L'exhérédation, c'est pour les femmes. C'est-à-dire, on ne peut pas déchoir un descendant de ses droits, et en particulier les femmes. Dire, le fait si je laisse un testament pour dire que tel ou tel de mes enfants ou telle fille ne peut pas hériter, ça c'est interdit par l'islam.
l'exhérédation n'est pas possible. On l'empêche, il y a des dispositifs, sinon c'est haram. Vous n'êtes pas dans le, je veux dire, dans la ligne et vous ne respectez pas le principe de la charia islamique. Voilà en gros les... Alors évidemment, on hérite donc dans l'indivision, tous les droits sont préservés, y compris pour les femmes, même si c'est une demi-part par rapport à l'homme. Il y a bien entendu, on peut sortir de l'indivision. Je peux, moi, sortir, mais à condition que les héritiers, les indivisaires, donnent leur accord. C'est ce qu'on appelle le droit de shafa'a. C'est-à-dire que si je n'ai pas, l'avis, si je n'ai pas l'accord, des héritiers, je ne peux pas céder mes droits. Voilà, ça aussi c'est le principe de ce que l'on appelle en droit et que la France coloniale avait développé pour préciser, justement pour essayer de favoriser l'expropriation, le principe de la licitation n'existe pas. D'aller devant un tribunal pour dire voilà, je sors et je vends ma parcelle, devant un tribunal civil, ça n'existe pas. C'est un principe qui avait été appliqué pendant la période coloniale, qui avait d'ailleurs bouleversé en partie l'ordre tribal. Et ça, c'est, que ce soit la loi Varnier ou d'autres lois, avaient favorisé ce type de pratique et le principe de la licitation. Voilà sur les... Alors évidemment, il y a un marché d'achat-vente, de ceci, le mode d'accès, c'est l'héritage, mais c'est aussi le marché, c'est des droits de location, qu'ils soient formels ou informels. C'est ce qui existe en gros en Algérie. Alors, il y a des stratégies évidemment entre l'État et les individus. Et là, depuis 2008, eh bien, on a quasiment, du point de vue de la loi, enfin depuis 2008, d'abord il y a eu la PFA, la loi de 83. Alors la loi de 83, c'est quoi? C'est des terres sahariennes ou des terres stépiques qui sont cédées à des porteurs de projets et vous accédez à la propriété si au bout de 5 ans on a constaté la mise en valeur. La condition, c'est la vivification. On est sur le principe de vivification. Vous vivifiez le sol. Vraiment, là aussi, c'est une inspiration islamique. Vous vivifiez le sol, vous en êtes le propriétaire et l'État vous attribue un titre de propriété. Donc c'est à partir de 83, mais c'est une propriété qui, enfin, à l'époque, 100 mètres, c'est l'État, c'est les terres sahariennes, il n'y a pas de propriétaire sur les terres sahariennes, c'est le désert. Vous allez en fait être propriétaire et avoir le monopole de l'eau, la gestion de l'eau, l'exploitation de l'eau, parce que le support, le principe même, je veux dire, c'est pas l'accès au sol ici, c'est l'accès à l'eau, que ce soit sur les terres sahariennes ou les terres stépiques. Et là, je vais revenir là-dessus, de cette révolution hydraulique, avec les techniques hydrauliques de forage, de groupes motopompes, etc., qui ont pris une ampleur à partir des années 80 et qui ont facilité les modes de transfert de la propriété. Donc, du point de vue du mode d'accès des terres publiques au secteur privé, aux porteurs de projets, on a eu ce dispositif qui était relativement limité en 1983. C'est la loi sur l'accès à la propriété foncière agricole. Et puis on a un dispositif clé dont j'ai parlé tout à l'heure, la concession. Et vous savez ce que c'est que la concession, c'est le droit qui est conféré à un individu sous certaines obligations, un cahier des charges imposé par l'État, d'exploiter, d'avoir l'usage du sol. Et la période qui a été arrêtée, c'est une période de 40 ans, renouvelable, avec des droits et des obligations. On peut déchoir, on peut céder, hein, la loi prévoit la cession d'actifs de l'individu qui bénéficie d'un actif foncier dans le cadre de la concession, mais qui peut soit la céder à un co-exploitant,
soit la céder à son fils s'il est dans l'incapacité de la cultiver ou qu'il part à la retraite, soit la céder à un investisseur ou un porteur de projet extérieur, pour autant que le droit de préemption n'ait pas été exercé soit par les co-exploitants, soit par l'Office des terres agricoles. Bref, il y a une série de dispositifs. En gros, on a la concession comme mode d'accès. La troisième, c'est ce qu'on appelle le partenariat public-privé, qui existe au Maroc. Enfin, c'est un truc qu'on retrouve maintenant dans le langage lorsqu'on aborde ces questions, partenariat, que ce soit dans l'industrie, etc. Et là, c'est un apporteur de capitaux qui va bénéficier sur une période déterminée, pas forcément 40 ans, avec une détention de 66% des parts qui lui revient contre 33% pour l'État. Je veux dire qu'il est le véritable, finalement, dirigeant, exploitant de ces parcelles qui sont relativement importantes. Quand je parle de fermes pilotes, c'est 100 hectares en irrigué et plus. Moi, j'ai visité des fermes de 550 hectares, une ferme de 100 hectares en pleine Mitidja, une ferme du côté de Agrumicole, spécialisée dans l'agriculture du côté de Mostaganem. Enfin bref, j'en ai visité quelques-unes. C'est vraiment une fortune assez, je veux dire, en termes de valeur de ces terres et de rapport économique et de profitabilité. C'est vraiment un truc assez... Alors évidemment, j'ai parlé de la concession, de la PFA, du partenariat, mais il faut aussi parler de toutes ces voies informelles qui se sont développées dès les années 87. À la réforme, il y avait eu une réforme où pour la première fois l'État ne gérait plus directement les biens des fermes agricoles, des fameux domaines socialistes de l'époque. Il avait cédé tous ses actifs, c'est-à-dire les infrastructures, les bâtiments, les plantations, les vaches, les systèmes d'irrigation, tout ça, avec une gestion tout à fait, un droit tout à fait élargi des exploitants, l'État ne conservant son droit que de prélever la redevance et de contrôler si la vocation agricole de l'exploitation n'était pas détournée. Voilà. C'était le seul, l'une des rares contraintes qui était placée. Et depuis cette époque-là, évidemment, la forme qui avait été privilégiée, c'était la forme d'exploitation collective, mais au fur et à mesure, il y a eu des arrangements. D'abord, les gens ont divisé, ont individualisé leur lot, ont constitué des exploitations individuelles. Et puis, pas mal, alors la littérature décrit tous ces processus, ces phénomènes d'arrangement, de contractualisation qui portaient sur l'eau, sur le matériel, sur la commercialisation, sur la mise en culture, sur de gens qui étaient étrangers à l'agriculture et qui vont se déployer, contrôler une partie de ces actifs directement. Et où on est dans des situations de ce que décrit la littérature de tenure inversée, où l'exploitant, voilà, il loue, il est rentier, mais en même temps parfois salarié sur sa propre exploitation parce qu'il a cédé ses droits d'exploitation et d'usage à des apporteurs de capitaux, à des commerçants, à d'autres agriculteurs, à des itinérants. Bref, la littérature décrit assez bien et je renvoie donc à tout ce travail qui a été fait dans les années 2000, je sais pas, c'est 2014-2018 à peu près. Beaucoup de littérature, enfin beaucoup de textes là-dessus, beaucoup de thèses aussi qui ont été soutenues autour de ces questions-là, de ces entrepreneurs, de ces arrangements. Alors, ce qu'il faut dire, ce qui a changé en fait. Ce qui a changé, mais je le dis modestement, je l'avais écrit plusieurs fois en disant, voilà, pourquoi donc l'État, sachant ce qui se passe sur son domaine, des détournements, des arrangements, des trucs, des contrats informels, de tout ce qui se passe, je veux dire, en termes de... N'intervient-il pas? Ne légifère pas, ne réglemente pas ces systèmes de location, d'arrangement, etc. Donc donner de la transparence à ces transactions formelles, à ces transactions informelles qui se déroulaient sur des centaines de milliers d'hectares. Et sur
des surfaces qui étaient les plus... je veux dire, en gros, c'est sur des terres irriguées pour la plupart d'entre elles. C'est sur des terres irriguées pour des produits qui sont livrés sur des marchés à des prix souvent très rémunérateurs. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils laissent faire. Parce qu'il y a eu toujours une espèce de force qui était pour la libéralisation de ces marchés, l'accès au privé, à des exploitants qui sont extérieurs au secteur agricole, mais qui, par rapport à une histoire nationale, par rapport à la résistance, par rapport à la paysannerie, à la gestion des conflits, n'a jamais voulu légiférer. Mais tous ces verrous-là ont été sautés. Le verrou de l'indivision, par exemple, dans l'indivision, c'est-à-dire que lorsqu'une exploitation de 30 hectares est attribuée à 3 personnes, elle est attribuée dans l'indivision, sur une terre publique. Eh bien, ce verrou a été sauté. C'est-à-dire que maintenant, on a des règlements, on a des lois qui autorisent la sortie de l'indivision, c'est-à-dire où on délimite la parcelle, chacun délimite sa parcelle. Ce verrou a été sauté. Le verrou du partenariat entre un non-agriculteur et des agriculteurs dans le domaine public. C'était limité à quelques actifs. Et puis même la superficie était limitée. 45 hectares en irrigué, 70 hectares pour l'arboriculture, 200 hectares sur les cultures pluviales, céréales par exemple. On ne pouvait pas cumuler plus que 10 fois la superficie de référence. Eh bien, ce verrou des limites à la superficie à laquelle on a accès, c'est terminé. Ce verrou a été sauté. Bref, on est sur des marchés aujourd'hui très libres et où il y a des acquisitions massives qui sont en train de se faire. Je dis bien sur des dizaines de milliers d'hectares. Et les terres qui sont concernées, c'est essentiellement les terres du domaine privé de l'État. Et dans ces terres, c'est les terres sahariennes et les terres stépiques, où les réserves en eau sont importantes. Je passe un petit peu sur cette révolution des forages qui a été bien décrite par notre ami Bourbouze qui n'est pas là, cette révolution silencieuse qui a complètement bouleversé le paysage. Et aujourd'hui, en Algérie, quasiment 40% de la production de fruits et légumes vient des zones sahariennes, du sud. Le premier bassin producteur de pommes de terre, c'est El Oued, c'est le sud. Le premier producteur d'oignons, c'est au sud de Saïda, je crois, ou Tiaret, Rechaïguia, qui est un bassin, c'est une zone stépique, mais où il y a de l'eau. On a mobilisé les moteurs, les ceci, cela. Bref, voilà un peu le... Alors, qui sont ces nouveaux actionnaires, ces nouveaux entrepreneurs? Alors, les profils ont été décrits dans beaucoup de textes. Alors, on a des jeunes entrepreneurs qualifiés, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les fils d'agriculteurs, les fils de ruraux, avec la révolution scolaire dispose. D'ailleurs, la seule étude qui donne le profil de qualification, c'est une étude de l'ANSEJ. L'ANSEJ, c'est l'Agence nationale de l'emploi pour les jeunes. C'est un dispositif d'aide à l'emploi. Et lorsqu'ils abordent la question de l'agriculture, il y a aujourd'hui près de 60% des projets ANSEJ qui concernent l'agriculture. C'est les prestations de services, c'est les achats de matériel, c'est ceci, cela. 60% de ces jeunes ont suivi une formation, ont une qualification professionnelle, et le reste, 30 à 40% qui restent, c'est ils ont un niveau secondaire ou supérieur. Pour dire les qualifications. Ça a beaucoup changé. On est sur alors beaucoup de commerçants, beaucoup d'anciens mandataires qui connaissent bien les réseaux, les secteurs, là où il y a des richesses, là où il y a des terres, là où il y a des exploitants qui cèdent. On a évidemment toute la nomenclature, les hauts fonctionnaires, les gradés de l'armée, les grands industriels de l'agroalimentaire. Voilà, on a aussi ces profils, et je crois que dans les dispositifs, parce que les dispositifs, il y a des dispositifs spéciaux pour les micro-projets, moins de 20 hectares, et puis des dispositifs spéciaux pour les plus de 20 hectares jusqu'à 100, et à partir de 100, c'est une commission nationale, et on a actuellement 10 000, je dis bien 10 000 demandes de concession de terre qui sont déposées et qui proviennent justement de d'autres postulants ou demandeurs
de l'agriculture. Enfin, alors quels sont les secteurs où on investit? L'arboriculture, maraîchage, l'élevage bovin laitier, à destination viande ou à destination lait, l'aviculture, l'apiculture. En gros, sur des secteurs qui sont porteurs, c'est des secteurs marchands, c'est des secteurs, voilà, très intensifs. On est sur l'intensif, sur des produits très demandés par les marchés. Alors quantifié, alors aujourd'hui, je disais 10 000 concessionnaires, mais on a déjà distribué 800 000 hectares au profit de 30 000 personnes, aujourd'hui, 800 000 hectares. Ça, c'est ce qu'on a distribué sur ces 10 dernières années. Mais on a une demande qui porte aujourd'hui sur plus d'1 million d'hectares. C'est le seul, voilà. Juste un dernier mot, j'ai 5 minutes. Le dernier mot, c'est comment expliquer ce mouvement, cette dynamique? Comment l'expliquer? Alors, j'ai 4 ou 5 motifs. D'abord, il y a cette population en croissance rapide en Algérie. On est à 42 millions d'habitants. Et puis, donc, une demande alimentaire très forte. Des revenus, une bonne partie des budgets des ménages, c'est 45% du budget des ménages est affecté à l'alimentaire. Forte demande de produits agricoles. Avec des questions, et le motif c'est la souveraineté, la sécurité alimentaire. L'Algérie est un pays importateur, il faut produire, donc on lâche à l'investissement privé, on favorise l'investissement privé. Alors ça s'explique aussi par la structure de l'économie globale. On a une économie qui n'est pas diversifiée. On est dans une transition structurelle économique qui n'a pas été achevée. On a un secteur agricole qui a 12, 13%, 15% du PIB. Le reste, c'est les services, l'industrie, c'est 5%. Et on n'a aucun développement d'autres secteurs qui puissent absorber les jeunes actifs qui arrivent sur le marché. Et donc, on a une pression démographique très forte qui pèse sur les terres. On a des marchés qui sont très attractifs. Très attractifs. Lorsque l'on étudie l'évolution des prix de marché, en Algérie, on a affaire sur les fruits, légumes, viande, à des prix de marché de monopole. Quand je dis prix de marché de monopole, c'est des prix qui n'ont rien à voir avec le coût de production. D'ailleurs, l'économiste, enfin je veux dire, le raisonnement qui est fait, on ne va pas produire au coût où ça revient, on va produire au prix où on va vendre. On produit au prix où on va vendre. La référence, c'est le prix de marché. Et l'orientation des systèmes de culture est liée à l'évolution des marchés, des prix de marché. On est sur des prix de monopole, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où l'agriculture génère non seulement des rentes de type fertilité économique ou de fertilité naturelle, mais aussi on est sur des situations de marché où le monopole est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on n'est pas uniquement dans une accumulation de rentes, mais de ce que certains, une littérature appelle de surplus rente, de sur-rente. Et ça, c'est très attractif. Et beaucoup d'industriels qui ne trouvent pas d'opportunité pour ramasser des profits à droite, à gauche, parce que le système des importations est en train de s'essouffler, dans l'immobilier, ça s'essouffle, etc. Eh bien, c'est l'agriculture qui devient un gisement de profits et de rentes importantes. Deuxième explication. La troisième, c'est les politiques publiques. On a des politiques publiques très fortes de soutien. 2,5 milliards de dollars par an, on soutient le prix du matériel, le forage, les intrants, les produits chimiques, les abrissaires, les fourrages, les vaches importées, le prix du lait, enfin bref. Il y a des transferts publics extrêmement importants, et sans compter le fait que très souvent c'est l'État qui aménage le périmètre, c'est-à-dire l'électrification, les pistes, les ceci, cela. Moi j'ai vu, franchement, j'ai vu des périmètres parfaitement aménagés par l'État. Le type vient s'installer, il développe les cultures. Et puis, évidemment, l'une des contraintes, c'est le salariat. Il y a très peu, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Mais ça se réorganise. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de visiter des zones où alors, vous avez des camions sur la production, par exemple, dans la région de Mostaganem, on est aujourd'hui sur des récoltes de pommes de terre. Eh bien, c'est des
camions qui ramènent de la main-d'œuvre à droite, enfin de toutes les wilayas environnantes, on a un chantier comme un chantier de travaux publics, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle des maisons là en bois, comment tu appelles ça, des préfabriqués, avec une cuisinière, tout est assuré pendant 10 jours, les 15 jours de la récolte, plus le salaire. C'est une nouvelle organisation du salariat, les choses changent. On n'est plus sur le métayer, le salarié du coin, c'est fini. En plus, les jeunes, beaucoup de jeunes, notamment fils d'agriculteurs, refusent la pelle et la pioche parce que, du point de vue qualification, du point de vue de leur truc, bon, il y a le net qui est passé par là, une nouvelle vision du monde, la modernité, tout ce qu'on voudra. Ça, c'est très très important. Et enfin, avant-dernier point, c'est l'émergence d'une bourgeoisie nationale, commerçante, faite de commerçants, de petits industriels, de transformateurs, de ceci, cela, de retraités, de tout ce qu'on voudra, de fonctionnaires, qui trouvent aujourd'hui une opportunité d'installation, de se construire des fiefs, des terres, d'acheter des titres de noblesse. Et ça, c'est une vieille habitude du Maghreb. Toutes les dynasties, toutes les élites maghrébines urbaines ont toujours eu un pied sur la terre, sur le foncier, sur le périurbain, que ce soit alors pour le Maroc, à Fès, mais enfin toutes ces, vous savez, les bourgeoisies, tous. Moi, je suis issu d'une région aussi où toutes les familles de Tlemcen possédaient des fiefs et avaient leur métayer, leur ferme et passaient l'été dans la ferme, quoi, je veux dire. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi un climat idéologique. Alors que ce soit, donc, j'ai parlé un peu du cadre économique, du cadre institutionnel avec les politiques, il y a aussi le cadre idéologique ou intellectuel, l'islamisation. Je crois que l'islamisation, il faut le savoir, je pense que l'islam, dans les conceptions de l'islam orthodoxe, on sacralise le droit de propriété privée. Et donc, ce n'est plus un problème, je veux dire, avant, avec une option socialiste, quand il n'y avait pas cette sacralisation, bien au contraire. Et le système, je veux dire, idéologique islamiste, sacralise, favorise, avantage, et même dit, c'est un nom de Dieu, c'est Dieu qui l'a pourvu. Et ça se passe comme ça. Et donc, en plus, il y a tout un système où ces bourgeois, je prends un exemple, je veux dire, les Slim Othman ou tous ces bourgeois-là sont dans l'industrie, sont dans l'agriculture, mais ils ont aussi des fondations, ils ont construit des mosquées. Et donc ça marche. Je veux dire, idéologiquement, ça marche. Voilà un peu les déterminants pour moi. Qu'est-ce qui fait que les choses se passent ainsi ? Les marchés, les politiques, la pression démographique, l'émergence d'une bourgeoisie et puis ce climat idéologique. Et merci de votre attention et je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Je ne pensais pas tenir 1 heure. Bon, on m'a donné 1 heure. Ouais. Bon, on peut laisser quelques minutes pour des questions, de précisions, de débat, de discussion. Pardon. On peut donner la parole à la salle, quelques questions. Mélanie, tu veux commencer ? Allez, lâchez-vous. Hein. Lâchez-vous, vous n'êtes pas nombreux. Alors, Anne-Marie, Didier. Je voudrais savoir sur le domaine privé de l'État qui a fait l'objet de concessions ou d'accès à la propriété privée. Il y avait peut-être pas de propriétaires, mais il y avait des usagers. Que sont devenus ces usagers ? Est-ce qu'ils sont devenus des concessionnaires ou est-ce qu'ils n'ont pas pu devenir concessionnaires ? Merci. On prend différentes questions. Alors j'ai 2 petites questions. Vous avez beaucoup lié la question de l'accès à la terre et de l'aménagement des terres à l'eau. Vous n'avez pas du tout parlé de l'énergie, alors qu'il y a quand même un nexus eau-énergie et le cas de l'Algérie est assez particulier avec un accès à l'énergie à bas coût. Comment vous expliquez ça par rapport au Sud ? Est-ce que vous y voyez un lien particulier ?
Deuxième question, par rapport à l'émergence d'une bourgeoisie nationale sur l'accès au foncier, vous n'avez pas parlé du statut des étrangers. Est-ce qu'ils ont accès aux terres? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Si. Je vais passer. Merci. Moi, j'avais une question qui va dans le même sens que la deuxième de monsieur précédent. Sur le poids des investisseurs étrangers, est-ce qu'il est important ou pas? Et de la même manière, est-ce que les produits agricoles sont uniquement destinés à la consommation nationale ou est-ce qu'il y a une stratégie d'exportation au-delà de celle de sécurité alimentaire domestique? Bonjour, j'ai deux petites questions ou précisions à vous demander sur les modes de transmission du foncier. Vous avez parlé des différents modes de transmission et je voulais vraiment savoir si le même cas au Maroc sur le principe du don, transmission par le don. Parce qu'il y a vraiment des dynamiques au Maroc, surtout dans les systèmes ruraux un peu locaux qui un peu met en avant ce mécanisme de don pour légitimiser l'accès à la terre. Surtout les femmes, par exemple, c'est les femmes qui peuvent faire des dons à leurs frères ou leurs maris pour un peu augmenter leur actif foncier. Ma deuxième question, c'est aussi par rapport à l'anticrèse. C'est c'était un mode de faire valoir, mais qui est transformé en propriété. Donc au Maroc, par exemple, il y a des anticrèses traditionnelles qui peuvent dépasser les 100 ans. Donc si on veut résilier le contrat, on ne va pas retourner vers les propriétaires initiaux. Donc ça pose problème au Maroc et je ne sais pas si ce mode de faire valoir il peut vraiment se détourner vers un mode de propriété. Et merci. Moi, c'est pas une question, c'est juste une petite frustration. Tu nous avais annoncé que tu allais dire un peu les conséquences sur les ressources et l'environnement. Oui, j'en ai pas. Alors, si je suis resté sur ma fin, mais il nous faut peut-être une heure de plus. Tout à fait, oui. Non, parce que je les ai développés dans pas mal de mes publications, ces aspects-là. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir quels sont les objectifs des dernières assises sur l'agriculture. Il n'y a même pas un mois, je pense. L'objectif annoncé, c'était de récupérer les terres publiques, les terres privées de l'État. Est-ce que aussi ce n'est pas est-ce que l'État ne voulait pas remettre de l'ordre dans ce que vous venez d'annoncer? Et la deuxième question, c'est par rapport à toute cette dynamique qui se développe au sud algérien. Donc il y a des aides de l'État dans tous les domaines, mais apparemment dans la formation de la main-d'œuvre, on ne voit pas beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on voit les Marocains qui arrivent pour l'installation des serres, etc. Je pense, par rapport à la formation de la main-d'œuvre, il n'y a pas assez de programmes pour ça. Merci. Merci. Alors, rapidement, vraiment très, très intéressante, ça me donne l'occasion de développer. Alors, sur les usagers, les anciens, on avait avant sur les domaines coloniaux des collectifs ouvriers, ça a fonctionné avec les années 80, y compris la loi de 1987. La majorité des collectifs étaient des collectifs ouvriers, jusqu'en 87. Les choses ont basculé après. Et la littérature, et ce qu'on a pu observer, c'est à l'intérieur, il y a eu, selon les qualités de sol, les dispositifs, les aides, les réseaux, le capital social mobilisé, tout ce qu'on voudra, on a eu des différenciations. En gros, on a eu un éclatement, c'est-à-dire cette catégorie ouvrière a complètement éclaté. On a des ouvriers agricoles qui ont individualisé, qui ont investi, qui ont capitalisé, qui ont transformé ça en véritable exploitation, soit familiale, soit patronale même, avec leurs propres salariés. Ils sont concessionnaires.
Ils le sont. Ils le sont aujourd'hui. Et puis vous avez une catégorie qui a été... Il y a eu un phénomène d'éviction. Pas d'accès au crédit, pas de trucs, beaucoup de difficultés. Donc cette catégorie a soit loué, soit s'est arrangé avec un apporteur de capitaux. Il a pu soit capitaliser grâce à ça et reprendre en main son exploitation, soit carrément céder ses droits. Alors, on a aujourd'hui une espèce en tout cas, je sais une chose, il y a eu éclatement du collectif et des collectifs ouvriers. Ils ne disposaient plus de ce qui existait avant. Parce qu'avant, ça marchait et ça pouvait tenir parce qu'on avait des coopératives agricoles de services, le crédit, la banque, tout ça était assuré par les institutions d'encadrement de l'État. Ce n'est plus le cas après 1987. Donc on a des différenciations sociales. Ça, c'est pour aller vite. Alors sur le nexus... Juste pour compléter, oui. tu devrais évoquer, là tu évoques les anciennes terres coloniales, mais tu devrais évoquer les ex-terres arches qui ont fait l'objet de concessions. Ah bah oui. La logique est différente, quoi. Non, mais même sur les terres arches, ce qui s'est passé aussi sur les terres arches, on a des processus de différenciation qui se sont faits. Il y a eu des gens qui ont été entrepreneurs, qui se sont appropriés, qui ont délimité leur territoire, qui ont développé des élevages sur la base, des élevages de moutons sur la base aussi du soutien de l'État, pour l'orge, pour les aliments du bétail. On a eu ces processus, et même la sédentarité, etc. Moi j'ai en tête une dernière étude qui a été faite par un thésard algérien sur la steppe du côté d'El Bayat, c'est la thèse de Ben Cherif. Il montre bien cette espèce de différenciation qui s'est opérée et de dissolution. Alors ce qui a accéléré le mouvement, c'est aussi le terrorisme des années 90. Beaucoup de gens ont quitté leur région. Et il y a eu quelques opportunistes qui ont réussi à prendre le contrôle. Et je pense, mais ce mouvement est présent aussi dans les steppes marocaines, hein, ces mouvements d'appropriation informelle des parcelles de parcours ou de grands parcours. Alors sur le nexus, oui, on ne peut pas séparer cette question de l'eau de l'énergie. Il faut savoir aussi une chose, je veux dire, si le système fonctionne dans le sud, c'est que, péréquation du prix de transport, c'est-à-dire que quelle que soit la distance que vous pouvez parcourir, c'est indexé sur le coût de transport nord. Il y a une énergie qui est soutenue. Une énergie. J'ai l'habitude de poser la question à mes étudiants algériens quand je suis avec eux, je leur dis, mais quelle est la première exportation agricole de l'Algérie ? L'Algérie exporte. Qu'est-ce qu'elle exporte? Alors la majorité me disent, mais on exporte des dattes, oui. On exporte du vin. Mais la première exportation, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Tu sais ce que c'est, Anne-Marie? C'est le sucre. Le sucre. Monsieur Rabrab, le patron un des plus grands patrons, deuxième société après Sonatrach, importe du sucre brut. Dans le cadre des accords d'association avec l'Union européenne, c'est 170 000 tonnes. Il le raffine. Pourquoi il le raffine à un coût qui est absolument... Parce que le coût de l'énergie, dans le coût du raffinage du sucre, le coût, c'est, en gros, dans le raffinage, c'est 30 à 40%. Et l'énergie est subventionnée, et du coup, il arrive à exporter 250 millions de dollars de sucre en Afrique. Et il est compétitif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Les groupes motopompes, tout ça. Et l'eau est gratuite. Parce qu'on est sur... Il y a même aujourd'hui, sur les périmètres, hein, sur les périmètres, je me suis même renseigné sur les kits. Il y a des kits solaires quand il n'y a pas d'installation électrique. Je ne sais pas si quand vous parcourez le désert algérien, vous allez c'est impressionnant, la qualité des routes, la qualité du système de distribution d'énergie. Enfin, je veux dire, toutes les oasis sont électrifiées. Mais il y a certaines zones très reculées, on installe des kits solaires. Des kits solaires pour tirer l'eau, pour puiser, etc. Et c'est vrai qu'on ne comprendra pas
On ne peut pas comprendre la compétitivité ou même l'installation dans le Sud sans ces transferts et ces aides pour l'énergie, pour l'eau, etc. 3. Alors, consommation, en gros, c'est la consommation. En termes d'exportation, c'est le grand discours. On nous sort les discours. Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on exporte? On a exporté l'année dernière quelques kilos, enfin centaines de kilos de fraises ou de gigelles ou de pommes de terre, 70 000 tonnes de pommes de terre. Enfin bref, mais à des prix incroyables parce que la pomme de terre, la semence est achetée à l'étranger, l'engrais est subventionné, l'eau est gratuite, ceci, évidemment. Tu as transféré une bonne partie, soit du coût d'exploitation environnementale de ton eau, de ceci, cela, tu as transféré tes aides publiques, et tout ça pour dire qu'on a exporté. Mais on n'est pas en mesure, on n'est pas compétitif. Toutes les études montrent que ce soit sur l'huile, sur la tomate, sur la pomme de terre, bref. Et tenez-vous bien, tu ne le sais pas peut-être, mais on exporte des produits laitiers. Nous sommes le 2e importateur mondial de poudre de lait et on exporte des produits laitiers. C'est qui? Durdura exporte des produits laitiers dans les pays les pays arabes là, du Golfe. C'est lié à l'énergie, coût de l'énergie, de la transformation, la subvention qui est donnée au lait. Et on exporte des produits transformés, alors qu'on est le 2e importateur mondial de poudre de lait après la Chine. Voilà. Alors pour les assises, justement, juste pour faire le lien, ça a été un des discours des assises. Mais en fait, il faut comprendre, j'ai pas été aux assises. J'étais invité, mais j'ai pas été. Parce que c'était très politique. Les assises, c'était fait pour dire, voilà, soutenez le 5e mandat du président. C'était ça, le discours. Parce qu'en termes de résolution, quand j'ai regardé les résolutions, elles sont ridicules sur le foncier. Elles sont ridicules, il n'y a rien, c'est vide. Sauf de dire, facilitons l'accès aux fonciers aux investisseurs étrangers. Alors, évidemment, il y a eu une tentative. C'est le dernier conflit politique qui a eu lieu la semaine dernière à Alger. C'était quoi? C'était que le ministre de l'Agriculture, dans le cadre des assises, annonce l'accès, c'est pour répondre à la question des étrangers, que les étrangers peuvent avoir accès aux fonciers agricoles. La loi complémentaire qui a été déposée au Parlement, la loi complémentaire, la loi de finances 2008 qui a été déposée, dans un article 3 que j'ai lu, légalise cette disposition. Montée d'une partie de la population, de la société, et c'est le parti des travailleurs de Hanoun qui est représenté au Parlement, qui est monté au créneau, cette disposition a été annulée. Cette disposition a été annulée. Donc du coup, aujourd'hui, il n'existe pas légalement de texte qui autorise des concessions attribuées. Ils peuvent être en partenariat. Le partenariat de la ferme que j'ai visitée du côté de El Bayad, c'est un partenariat avec des Américains, 30 000 hectares. Avec des Américains. Mais c'est un partenariat où ils apportent uniquement des services, des conseils. Voilà. Et puis enfin, sur l'anticrèse. Alors, ce système a complètement reculé, disparu. Il existait dans les zones les plus reculées du pays, les zones de montagne, et notamment en zone berbère. Sauf que la réforme agraire de 1970 a aboli le système et a annulé toutes les dettes des anciens exploitants qui étaient endettés, ne pouvant pas rembourser la semence ou la récolte ou le prêt pour s'alimenter à l'exploitant qui a pris le contrôle de son... Eh bien, tout ça a été réglé dans les années 70 et le système de l'anticrèse, comme le système du Hammasa, a complètement disparu. Il n'existe plus. Aujourd'hui, même les contrats de location sont parfois et souvent favorables aux agriculteurs qui louent. Ils deviennent rentiers souvent. Il y a une situation un rapport de force qui fait que, du fait que la terre est devenue une grande valeur, une source d'accès aux richesses, le type qui la possède et qui la loue peut négocier son contrat. Voilà. Et c'est tout. Alors oui, la main-d'œuvre, c'est la limite. La limite au développement de ce système-là, la limite, elle est le salariat, le développement du salariat, pas assez de salariés. Sauf que cette limite est en train d'être contournée. Tu sais comment? La main-d'œuvre africaine, les migrants.
tu retrouves dans toutes les exploitations du Sud une majorité de travailleurs migrants, payés un coup de pied au derrière, peu de droits, vivant dans des conditions insalubres. J'ai visité une exploitation, ils n'osaient même pas me parler, ils avaient peur. Ils avaient peur du patron et du contremaître qui était à côté, etc. Donc pour dire que, oui, ils ont trouvé aujourd'hui un substitut qui est la main-d'œuvre sahélienne, que tu vas retrouver dans toutes les exploitations du Sud, dans les exploitations stépiques, etc. Voilà. Et pour l'environnement, c'est un désastre. Franchement, c'est un désastre. Pour ceux qui connaissent le Sud, moi j'ai travaillé dans les années... ma dernière enquête portait sur la mise en valeur à Adrar, c'est dans le Sud. Timimoun, Adrar, la vallée du Tourat Gourara. Ils avaient installé des pivots. Dans les années 83-84, des pivots avec des centaines d'hectares. C'était des lots attribués à 5000 hectares, en gros. Et puis donc, au bout de quelques années, alors là-bas, affleure la nappe du continental intercalaire. À 400 mètres, vous avez de l'eau, mais qui gicle. Sauf que, en l'installant, en fertilisant les pesticides, il y a eu des problèmes d'abord de pollution, et deuxièmement, des remontées salines par capillarité qui fait qu'au bout de 4-5 années, c'est foutu. Et on prend par exemple un deuxième bassin que tu connais, celui de Ouetsouf. Aujourd'hui, on a des problèmes de remontée des eaux, parce qu'il n'y a pas de système d'évacuation de l'eau d'irrigation dans l'oasis, donc de pollution, et puis surtout de pesticides. Au bout de 3-4 années, le sol est infecté, voilà, et on abandonne. Il y a vraiment la question des pesticides. On a un usage aujourd'hui inconsidéré des pesticides et des produits chimiques. Je peux pas, je veux dire, d'ailleurs une des questions souvent sur lesquelles je reviens avec mes amis, enfin ceux que je connais de l'administration algérienne, en leur disant mais enfin, les standards, la qualité sanitaire, vous êtes en train d'empoisonner les gens avec vos pommes, avec votre pomme de terre, ceci, cela, parce qu'on a des résidus, parce il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de labo, il n'y a pas de normes qui sont, quel que soit le... voilà. On est dans un processus, très honnêtement je le dis, peut-être que c'est un mot désuet d'accumulation primitive. Vraiment d'accumulation primitive. Avec un gaspillage des ressources. Et puis ce système, ce nouveau système d'accès au foncier est un système qui est adossé, qui est vraiment adossé. On puise dans la poche du consommateur et on puise dans les caisses de l'État. Parce que quel est le secret? Comment un investisseur va-t-il développer un élevage de 10 000 vaches laitières, bovins, laitiers à la Gouate ou à Radaya? Je ne sais pas si vous voyez la Gouate et Radaya, il fait plus chaud qu'à Marrakech. Si, il fait 50 degrés l'été, oui ou non? Bah, on est dans le sud, on est dans le pré, enfin on est en plein Sahara. Et il y a des vaches laitières. Comment l'expliquer? Alors le secret, je vous renvoie à l'expérience saoudienne. Qu'est-ce qui s'est passé en Arabie Saoudite avec ce système? Pour résumer et le dire en 2 mots, bah, comment fallait-il accéder à la rente pétrolière? Comment accéder? Comment les familles peuvent-elles accéder à la rente pétrolière? Un projet. Et puis par le système bancaire, par le système des aides, des subventions, de ceci, on récupère la rente. Voilà comment. Ce système est adossé sur un modèle d'économie qui est une économie rentière. On ne peut pas expliquer le fonctionnement de ce système sur le plan économique si on sort de l'explication par la rente pétrolière. On a une dernière question avant la pause. On a déjà 10 minutes. Oui, alors on n'a pas très bien compris la différence entre la concession et le partenariat public-privé. On se demande si ça se recoupe ou si ce sont 2 systèmes d'attribution très différents des terres. Bonne question. Non, la concession, alors, le partenariat, c'est un apporteur de capital extérieur. Apporteur de capital. Non, c'est quelqu'un qui veut participer, par exemple, au renforcement du capital productif. Il va, par exemple, il se propose d'investir dans la construction de serres ou d'un système de forage. Il va apporter son capital. Il est associé, mais il n'est pas concessionnaire. Il peut le devenir. Et c'est la loi aujourd'hui qui l'autorise. Si on constate que le concessionnaire
ne remplit pas les obligations, notamment le droit, l'exercice du travail et le suivi de l'exploitation, le concessionnaire est déchu de son statut de concessionnaire et cette concession elle est donnée au partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le partenaire n'est pas le concessionnaire. Merci. D'autres questions? Une question qui me posée qui était sur les investisseurs privés et étrangers. Par rapport aux étrangers nationaux, est-ce que les étrangers ont accès au foncier ou pas? Étrangers. Moi, j'ai consulté les dernières décisions qui ont été prises. On a quelques investisseurs des Émirats. On a des investisseurs américains, partenaires, hein, partenaires, je dis bien, de sociétés de droit algérien, sociétés agricoles de droit algérien. Et on a des Espagnols. Voilà, 3. J'ai repéré un Espagnol du côté de la Roi Torardaya, dans le sud. Un partenaire américain, c'est le Resina, du côté de Saïda. Et les Émirats arabes, 5 fermes pilotes du côté de Sougaras, c'est l'Est algérien, 5 fermes pilotes en partenariat avec des Émirats. Grands, comme on le sait, ce sont des grands agriculteurs, une belle expertise agricole, les Émirats arabes. C'est vrai, c'est des spécialistes. Bon, merci. Ouf. Merci beaucoup, Marc. C'était super intéressant. Merci.